Il est professeur de philosophie. On peut l'entendre sur France Culture dans les chemins de la connaissance tous les jours. On peut le voir sur Arte avec un magazine judicieusement intitulé Philosophie. On peut le lire dans Philosophie Magazine où il tient la chronique Sens et Vie. Et puis on peut également le lire actuellement aux éditions Gallimard, collection L'Infini. Il vient de publier L'endroit du décor qui est un recueil de 25 chroniques de Philosophie Magazine. Raphaël Enthoven, bonjour. Bonjour. On associe souvent votre nom à d'autres noms connus, comme celui de Bernard-Henri Lévy, dont vous aviez épousé la fille, celui de Carla Bruni, avec qui vous aviez un enfant, celui de votre père, Jean-Paul Enthoven, qui est un écrivain et un éditeur connu. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on zappe un peu tous ces gens-là et qu'on parle de vous, voilà, qu'on s'arrête. Ce qu'il en reste. Sur vous, sans doute beaucoup, c'est ce qu'on va découvrir pendant 52 minutes. Je vais juste revenir 2 petites secondes à votre papa Jean-Paul Enthoven, parce qu'il y a quelque chose de pas anodin dans votre parcours de philosophe et de prof de philosophie, c'est que c'est un peu lui qui a décidé de votre vocation. C'est pas un peu lui, c'est totalement lui. C'est carrément lui. Alors, pouvez nous expliquer comment cela est-il possible, surtout la philosophie? Vous savez, quand les parents disent souvent des choses qu'ils oublient ensuite, dont ils ne se souviennent plus ensuite, mais que les enfants retiennent. Et un jour, mon père m'a dit, tu feras de la philosophie. Et bon... Vous aviez quel âge? Je ne sais plus, je devais avoir 10, 11 ans peut-être. Enfin, bon, c'était comme ça, c'était plus qu'une promesse, c'était une prédiction. En tout cas, j'ai fait d'une promesse une prédiction en acceptant ce présage. Et donc, j'ai fait de la philosophie pour me conformer en ce sens à ce qu'on avait prévu pour moi. Et il se trouve ensuite que quand on fait de la philosophie, on rencontre des philosophes, assez vite d'ailleurs, qui vous apprennent à vous approprier votre désir. Et donc ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Mais j'avoue que, effectivement, au départ... je n'ai pas décidé de faire de la philosophie, mais au sens littéral du terme, j'étais décidé à le faire. Alors, la philosophie, ça peut commencer jeune. Vous, déjà enfant, vous étiez déjà plein de questions, plein d'incompréhensions. Vous avez une très jolie phrase dans le magazine La Vie qui vous demande qu'est-ce qui a dominé votre enfance, et vous répondez l'impression d'être dépositaire d'un discours inaudible pour autrui. C'est grave comme réponse. Ah non, c'est très banal. En cela, rien ne me distingue des autres enfants, enfin, je crois. Je pense que j'avais plus d'insouciance, moi, quand même, à cet âge-là. Ah non, mais l'insouciance, ça peut aller avec l'insouciance, mais bien souvent, quand on a des pensées qui nous traversent quand on est enfant, et que donc ces pensées sont nées en nous, et qu'on a assisté à leur naissance en nous, et qu'elles ne viennent de nulle part, sinon de notre petite expérience de la vie, on a tendance à penser que ces pensées sont uniques. Or, quand on découvre en philosophie que des gens qui sont morts depuis 2500 ans ont eu les mêmes pensées, se sont posés les mêmes questions, on s'aperçoit, ce qui est paradoxalement assez réconfortant d'ailleurs, qu'on n'a rien d'original. Et qu'en fait, les questions qu'on se pose, d'autres se les sont posées avant nous. De sorte que ces questions-là, on ne fait finalement que de les reprendre en leur donnant les couleurs de notre vie singulière. Dans l'émission que vous faites sur Arte, il y a un moment, vous avez ce petit moment où vous mettez un auteur ancien à l'honneur, en montrant que 2500 ans avant nous, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein. Il avait déjà les mêmes questionnements. C'est un moment auquel vous tenez dans l'émission. J'y tiens d'abord parce que je considère que la pratique de la philosophie passe par la lecture et la fréquentation de ces classiques, qui sont des monuments vénérables qu'on vénère tellement qu'on finit par ne plus les ouvrir, par ne plus les lire, alors qu'ils contiennent une infinité de trésors. Donc ça, c'est le premier point. Et puis c'est vrai que c'est cette expérience pétrifiante, ce sentiment que l'on a, que d'autres personnes ont pensé ce que nous sommes en train de vivre, qui est une porte d'entrée, une voie d'accès royale vers la philosophie. Donc je travaille sur ce moment où effectivement les philosophes ne font que mettre des mots, des phrases sur des questions qu'on croit se poser dans le secret d'une conscience, alors qu'en fait ces questions-là traversent l'humanité depuis longtemps. Mais ce qui est frappant aussi avec la philosophie, c'est que la philosophie ne fait pas de progrès. On n'a pas fait de progrès en philo depuis Platon, ou depuis Aristote, ni même depuis Kant. Alors ça veut dire quoi? Qu'elle se fouille, qu'elle se creuse? Ça veut dire qu'elle revient sur elle-même, et ça veut dire surtout qu'elle revisite en permanence les mêmes questions, car les problèmes que pose la philosophie, qui sont les problèmes de l'humanité, sont des problèmes qui se reposent. Alors en quoi peut-on être créatif en philosophie? Parce que la création va avec, vous savez, créer quelque chose, ça n'est pas le créer ex nihilo. Créer quelque chose, c'est faire avec la matière qui nous est donnée, être comme un démiurge, faire avec la matière qui nous est donnée, la pâte à modeler qu'on a entre les mains, produire quelque chose d'inédit. Mais ce quelque chose d'inédit est constitué de tout ce que d'autres ont déjà vécu ou des questions que les autres se sont déjà posées. Quand vous rêvez
Vous croyez que, enfin, bien souvent quand on rêve, on se dit qu'on rêve de quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, d'un monde imaginaire. Or, quand on réfléchit, le rêve est comme un puzzle qui est constitué de toutes les perceptions qu'on a eues dans la vie. Si vous rêvez d'une licorne, par exemple, effectivement, la licorne n'existe pas. En revanche, le cheval et la corne existent. De sorte que vous n'avez fait qu'associer des choses que vous avez déjà vécues. La philosophie, c'est pareil. Quand on construit quelque chose d'inédit, mais on le construit sur la matière première de ce que d'autres ont écrit avant nous et de ce que nous-mêmes avons éprouvé en secret. Alors, dans le même ordre d'idée, un homme se construit sur l'enfant qu'il a été. Quel genre de petit garçon vous étiez, vous? Je ne sais pas. Comment ça, vous savez pas? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens Allons pas. Bon. Plutôt, je laisse à d'autres le soin de le dire. Je suis alors, mauvais que disent les juge. autres, alors? Que disent les autres de vous, plutôt Écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que les autres me voyaient comme assez austère. Voilà. Laborieux, austère, sage. Probablement... pas franchement sage, non, mais peut-être un peu ennuyeux, j'imagine. Je ne sais pas exactement, je ne saurais pas vous dire. Mais j'étais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais acheté ma liberté à coup de bulletin. Voilà. On me laissait tranquille sous réserve que les notes soient décentes. Donc, je monnayais ma liberté comme ça en travaillant. Donc, j'étais aussi tenu de travailler pour pouvoir être libre. Vous en faisiez quoi de cette liberté? Là, vous devez la lecture. J'aurais du mal à vous répondre sans vous faire des aveux, ce serait délicat. D'accord, donc blackout total sur l'enfance. J'ai un peu hésité à vous inviter dans cette émission. Le titre de cette émission, c'est VIP, visage inattendu de personnalité. Elle aurait pu s'appeler Bas les masques, hein, le titre était déjà pris. Et j'ai hésité parce que le dernier ouvrage que vous avez sorti, bah, c'est un peu tout l'inverse, quoi. C'est pas l'envers du décor, un peu comme nous, c'est l'endroit du décor. Pour ça, je me suis dit, bon, est-ce que je l'invite pas? Allez hop, je l'invite. Il saura bien s'en tirer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre, l'endroit du décor? Le titre n'est pas étranger au fait que j'ai du mal à vous répondre à des questions intimes. L'endroit du décor, c'est l'idée que derrière, d'ailleurs c'est ce qu'on apprend en philosophie assez vite, hein. On dit que derrière les apparences dissimulent quelque chose. Les apparences sont trompeuses, on dit. Voilà, les apparences sont trompeuses et qu'il faut balayer les apparences pour faire surgir, pour exhumer une vérité qui est en attente d'être découverte, qui est comme un trésor en somme qu'il faudrait découvrir. C'est ce qu'on enseigne en général aux élèves de terminale d'ailleurs, qui entrent en philosophie, on leur dit ne soyez pas dupes des apparences, allez au-delà des apparences, faites fonctionner votre esprit, ne soyez pas non plus dupes des perceptions de votre corps, etc. etc. Or il m'est apparu, littéralement, que bien souvent c'était le sentiment d'être trompé qui était trompeur. Que bien souvent les apparences nous renseignaient davantage sur le réel, sur ce qui nous entoure, que l'illusion qu'au-delà des apparences il y avait quelque chose. Donc il faut se fier aux apparences. L'habit fait le moine. Non pas s'y fier, non pas se fier, il faut en somme vivre dans une forme de confiance. C'est ce que j'ai voulu raconter, vivre dans une confiance, être dans la joie et dans la confiance à l'endroit du monde. Il y a une histoire en fait qui a déterminé ce titre. C'est une histoire que raconte un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Clément Rosset, qui raconte l'histoire d'un imprimeur qui reprend l'imprimerie de son père. Petite imprimerie de province qui fabrique des étiquettes. Et dans l'imprimerie de son père, un jour, dans l'arrière-boutique, il trouve une boîte avec marqué l'écriture de son père à ne pas ouvrir. Et donc, déférant aux vœux de son père, évidemment, il refuse d'ouvrir cette boîte. Oh, j'aurais jamais pu, moi. Mais vous allez voir, pendant des années, il n'endort pas, il en perd le sommeil. Et moins il ouvre cette boîte, plus il se dit que dans cette boîte sont contenus tous les trésors et toutes les questions, et toutes les réponses aux questions qu'il n'a pas posées à son père. Cristallise un contenu, bien finalement. Sûr. Oui. Il fabrique finalement le contenu de cette boîte. Au bout de 6 ans, il n'en peut plus, il tue son père une deuxième fois, il va dans l'arrière-boutique, il ouvre la boîte, et à l'intérieur de la boîte, il découvre une centaine d'étiquettes avec marqué dessus à ne pas ouvrir. Ah, c'est une jolie histoire. C'est pas mal. Hein. Ah oui, c'est une très jolie histoire. Et je retiens de cela que, effectivement, les apparences sont souvent moins trompeuses que le sentiment qu'elles nous trompent. Avant qu'on entre plus en avant dans ce livre, L'endroit du décor, je voudrais venir à un autre livre qui est paru avant, qui lui est issu des conversations que vous avez dans les nouveaux chemins de la connaissance, donc sur France Culture. Il y avait un livre sur le visage, qui moi m'a particulièrement interpellée, parce que le mot visage est dans le titre de notre émission, visage inattendu de personnalité. Et je voulais savoir ce que vous en aviez retenu de ces conversations avec ces 6 spécialistes qui avaient écrit sur le visage par rapport, voilà, je peux faire le lien avec les apparences dont vous parliez. J'en ai retenu le fait que le visage est une source d'information prodigieuse, mais plus encore qu'un miroir, miroir de l'âme comme on dit, plus encore qu'un miroir. C'est les yeux qui sont le miroir de l'âme, on dit souvent. Oui, les yeux, mais les yeux qui sont le cœur battant du visage, le centre du visage, le double centre du visage. Plus encore qu'un miroir de l'âme, il m'a semblé que quand on creusait le visage, il devenait invisible.
et que bien souvent, quand on regarde quelqu'un avec toute l'attention qu'il mérite, on finit par oublier les traits de son visage au profit d'une expression. C'est comme si le visage disparaissait, non pas derrière l'âme, non pas au profit de l'âme, mais au profit de l'expression, au profit de tout ce que le visage nous raconte. De sorte que le visage, c'est un dessin, et c'est un dessin qui s'estompe sous le regard et qui laisse ensuite apparaître peut-être le secret de la personne ou en tout cas ses intentions. C'est Aurélien qui vous citez, qui se souvient que Bérénice est laide, enfin qu'il l'a trouvée laide, mais qui est incapable de la décrire. Exactement, c'est la même idée. Et ce qui est très frappant, c'est qu'Aurélien est déjà amoureux de Bérénice, à l'instant où il se dit qu'il l'a trouvée laide, puisque déjà elle ne lui sort plus de l'esprit, il l'a dans la peau. Hein. Il se dit pour l'instant qu'elle l'exaspère, mais l'exaspération qu'il éprouve n'est que le début d'un amour infini, d'un amour illimité. Et cet amour va de pair avec l'incapacité de décrire son visage. Par exemple, dans La Recherche du temps perdu, quand le narrateur décrit le visage d'Albertine, elle n'a jamais le même visage. Dans Madame Bovary a tantôt les yeux bleus, tantôt les yeux marrons. Comme si Flaubert était tellement amoureux de son objet qu'il ne pouvait pas décrire son visage. Madame Arnoux, dans L'éducation sentimentale, c'est pareil, on ne voit pas son visage. Elle apparaît, elle est comme une apparition, mais on ne voit pas son visage. Et dans ces émissions, enfin dans ces entretiens, il y en a un, moi, qui m'a particulièrement marqué, comme souvent d'ailleurs dans les émissions. Certaines émissions sont peut-être plus éloquentes que d'autres, ou plus profondes. C'est l'entretien que j'ai eu avec Dan Arbib, jeune philosophe spécialiste de Lévinas, qui, je dois dire, vraiment met le doigt là sur cette ambivalence du visage. Revenons à l'endroit du décor. Vous avez réorganisé un peu les chroniques que vous aviez écrites pour Philosophie Magazine. Et moi j'ai beaucoup aimé l'ordre dans lequel vous avez mis ces 25 thèmes, ces 25 notions. Ça commence, j'allais dire évidemment, par l'étonnement. Parce que l'étonnement, si j'ai bien compris, c'est quand même un petit peu le premier devoir du philosophe. Tout commence par là. C'est le point de départ. Hein. Voilà. On dit l'étonnement ou la curiosité. D'ailleurs, je préfère l'étonnement. La curiosité est plutôt une vertu d'agent de police. Hein. L'étonnement, c'est autre chose. Non, quand on est curieux, si vous voulez, la curiosité fraye avec l'indiscrétion. L'étonnement, non. L'étonnement consiste à s'émerveiller de ce qu'on a sous les yeux, non pas à chercher à savoir ce qu'il y a derrière. Alors, ne vous méprenez pas. Tout à l'heure, quand je vous ai posé des questions sur votre enfance, il y avait peut-être un peu de curiosité, mais j'avais envie de m'étonner aussi, de savoir quel enfant vous étiez. Non, j'entends bien. Loin de moi l'idée de voir en vous un agent de police. Mais en revanche, c'est vrai que le paradoxe de l'étonnement, disons l'alternative de l'étonnement, c'est qu'en philosophie, toute philosophie commence avec l'étonnement, mais vous avez des tas de philosophes qui considèrent qu'il faut sortir de l'étonnement au profit de la vérité. Pour arriver à des certitudes ? Oui, c'est le modèle newtonien ou cartésien, si vous voulez, de quelqu'un qui commence par s'étonner de ce qu'il a sous les yeux, qui commence par révoquer tout ce qui n'est pas absolument certain pour ensuite accéder à une certitude et ensuite abjurer l'étonnement au profit d'un cheminement qui, lui, va de vérité en vérité. C'est le destin de la métaphysique, finalement. Mais il y a une autre façon de s'étonner, qui consiste à s'étonner des vérités mêmes qu'on découvre et à maintenir l'étonnement malgré ce qu'on croit savoir du monde. Rester dans l'émerveillement face au monde. Bref, continuer à tenir pour une énigme le monde censément ordonné que les savants ou les théologiens peuvent nous léguer. Et donc maintenir le caractère énigmatique du monde, maintenir cet étonnement, c'est le propos par exemple de Schopenhauer, c'est le propos de Bergson, de Nietzsche, en un sens de Spinoza aussi. C'est une aptitude à s'étonner malgré ce qu'on sait. Et continuer à tenir pour inattendu ce qui nous semble familier. Je vais vous donner un exemple. Je suis déjà venu dans ce bâtiment, non pas pour venir à KTO, mais pour aller dans une autre chaîne. Donc c'est un lieu auquel je m'attendais, dont je connais les contours, si vous voulez. Donc je savais à quoi m'attendre, en un sens. On ne s'était jamais rencontrés avant le début de cette émission, mais imaginons qu'on se connaisse avant le début de l'émission. J'aurais pu me représenter, vous, assis sur cette chaise, me posant des questions, etc. Reste que, si je m'étais représenté tout cela, le fait même de le vivre me donnerait l'impression que c'est dessiné par une main d'artiste, que c'est complètement neuf, complètement inédit. Ce qu'on peut prévoir n'en est pas moins surprenant, n'en est pas moins nouveau, n'en est pas moins stupéfiant. Et toute la question est de savoir comment maintenir l'étonnement au-delà d'une prédiction qui se réalise. Ça s'appelle la vie, ça, ce qui s'est glissé entre la prédiction et la réalité, non ? Ça s'appelle la vie vraiment vécue, hein. C'est pas la survie. Alors vous qui passez d'étonnement en étonnement... J'ai pas dit que je le faisais, hein. J'ai dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais... vous essayez de le faire en tout cas. Quel a été votre dernier étonnement ? Quel est l'étonnement sur lequel vous vous penchez actuellement ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Est-ce qu'on peut formuler une question comme ça ? Je vais vous raconter, c'était à l'instant, il y a un quart d'heure, j'ai ouvert mon
mon sac pour rouler une cigarette, pour fumer une cigarette avant d'entrer dans le studio. J'ai ouvert mon sac et il se trouve qu'il y avait une petite feuille volante sur laquelle j'avais noté un certain nombre de choses à faire et que cette feuille, comme son nom l'indique, volante, s'est envolée, est allée sur la route. Et j'ai à ce moment, dans un accès de folie, je me suis précipité pour récupérer la feuille. Il y a une voiture qui a pilé. Ah. Il y a une voiture qui a On a failli pas vous avoir dans l'émission. Voilà, vous imaginez. Non seulement je serais mort, mais en plus, j'aurais pas pu venir dans l'émission. Ah. Et le dernier sujet d'étonnement, c'est que effectivement, c'était que je suis passé pas loin, finalement, à la faveur d'un, même pas d'un accident, mais de la possibilité d'un accident. Et l'étonnement, là, renvoie évidemment au sentiment de la précarité de la vie. Mais ce qui est étonnant aussi, d'ailleurs, c'est de voir à quel point la vie reprend ses droits, à quel point la norme reprend ses droits, la vie reprend ses droits, les soucis de la vie reprennent leurs droits, et que la minute d'après, étant donné que j'étais toujours vivant, j'avais de nouveau les soucis qui étaient les miens à l'instant où je roulais ma cigarette en pensant à ce que j'allais faire après l'émission. Vous avez peur de la mort ? C'est difficile à dire. Si je vous dis que non, vous ne me croirez pas et vous aurez probablement raison. Et en même temps, si je vous dis que oui, je ne saurais pas où trouver cette peur de la mort. Disons que j'ai pas peur de la mort, hein, mais je serais désolé d'avoir à mourir là, tout de suite. Ça me semble. Non. Vous savez, la mort, c'est soit un sculpteur, soit une faucheuse. Hein. Alors c'est quoi pour vous ? Si c'est la faucheuse, c'est que voilà, elle vous tue et avec votre corps, elle tue le minerai spirituel qu'il contient et qui disparaît avec elle. Ça, c'est la faucheuse. Le sculpteur, c'est par exemple la mort cellulaire, c'est de considérer que la vie est faite de mort. Qu'en somme, la vie n'a rien de sacré puisqu'elle est tissée de mort, qu'il faut un suicide cellulaire pour que les cellules se renouvellent. Qu'en somme, nous sommes tissés de mort, sans quoi nous ne pourrions pas vivre. Ainsi, il y a deux façons d'envisager la mort, soit comme une façon de sculpter l'existence, et en somme, la grande chance qui nous est donnée, c'est d'être mortels, et donc de passionner nos attachements puisqu'ils ne durent pas, et en même temps, une faucheuse mal élevée qui arrive au plus mauvais moment et qui vous prive de tout ce que vous pouvez faire de votre existence. J'ai été très surprise, moi, dans les 25 thèmes qui sont cités, je vais en citer quelques-uns, étonnement, solitude, amitié, utopie, illusion, vie, divertissement, bon voilà, mais il n'y a pas la mort. Il y a la mort. Où est-elle ? Elle est là. Ah bah mince, je l'ai pas trouvé moi. Ah si, la mort, avant-dernier, excusez-moi. Je vous en prie, c'est pas grave. Oui, mort, suivi de joie et simplicité. Oui. Ça m'a beaucoup plu que ça se termine par simplicité d'ailleurs. Eh bien, écoutez, en fait, la seule chose à laquelle je tenais, je voulais écrire un livre de Sancho. C'est-à-dire un livre finalement où on pourrait intervertir les chapitres, où on peut commencer par le milieu, qu'on peut reprendre par le début, etc. Mais la seule chose à laquelle je tenais, c'était le commencement sur l'étonnement et la fin sur la simplicité. Parce que c'est la même chose au fond. Rien n'est plus compliqué que d'être candide et d'être en situation de s'étonner du monde. Rien n'est plus inaccessible que la part d'enfance en nous. On dit que l'enfant est le père de l'homme. Hein. On peut aussi considérer que l'enfance est devant nous, l'enfance est à venir. Et la simplicité, parce que rien n'est plus difficile que de faire simple, dans la mesure où la simplicité ne consiste pas à simplifier les choses. Ça consiste à les dire simplement, c'est pas la même chose. Il faut pouvoir dire simplement quelque chose sans le simplifier, sans le vulgariser. Et puis la simplicité, c'est la vie même, c'est le nœud gordien. Au lieu d'essayer de dénouer à l'infini le nœud gordien, on tranche, on sort. C'est Dédale dans son labyrinthe. Au lieu de refaire à l'inverse le parcours du labyrinthe, de son propre labyrinthe dans lequel on l'a enfermé, ce qui serait sans fin, Dédale se construit des ailes et sort en volant. C'est la simplicité. Le deuxième mot m'a impressionné aussi, c'est que juste après l'étonnement du philosophe, vous avez mis déjà une sorte de petite mort qui est la solitude. J'ai trouvé ça assez fort. Je ne sais pas ce qui a fait que vous avez... C'est un effet du hasard. Ah bon ? C'est un effet moi du qui me suis dit qu'il y avait une grosse réflexion derrière. Mais voilà, je pourrais faire le malin et vous dire rétrospectivement, ah oui, tout cela est ordonné selon un sens. Le philosophe est un homme solitaire. Oui, ce serait malhonnête. C'est un effet du hasard. Le placement des articles à l'intérieur entre l'étonnement et la simplicité, qui eux sont à leur place, le placement est hasardeux. Un peu comme ces jeux de cartes, vous savez, qui dessinent un chemin et que vous pouvez remettre dans n'importe quel endroit et vous avez toujours un chemin. Seulement, le chemin change de couleur. Mais c'est la même chose. La place de l'article sur la solitude est un effet du hasard. Et en revanche, la solitude, ce qui est étonnant, bien sûr, c'est qu'on est forcément seul. D'ailleurs, on meurt toujours seul. On est seul et en même temps, être seul, c'est être hanté. De sorte qu'on n'est jamais seul quand on est seul. La solitude n'est... Guitry a une phrase que j'adore, il dit « Combien de gens
accroissent votre solitude en venant l'interrompre. C'est très juste. Et c'est très juste, c'est très bien. Donc il y a une solitude qu'on essaie de contrarier, à laquelle on veut remédier parce qu'on la vit comme une douleur par la fréquentation des autres. Et puis il y a une solitude véritable qui, elle, n'a pas besoin d'être soignée, qui est la fausse solitude de l'écrivain qui, au fond, quand il est seul, découvre qu'il est pluriel, qu'il est plusieurs. Qu'il est très habité. Et qu'il est hanté. Voilà. Et donc il n'est jamais seul. Alors j'ai cherché, évidemment, puisque nous sommes sur une chaîne catholique, les références diverses à la religion qu'on peut avoir. Déjà la religion catholique, après on parlera, j'allais dire de votre religion, vous êtes juif mais athée, mais on en parlera après. Et j'ai eu la très bonne surprise de voir Sœur Emmanuelle, qui est citée alors, dans un mot, dans un thème qui lui va à merveille, qui est le mot révolte. Oui. Le mot révolte. Qui n'est pas révolté n'a pas les pieds sur terre. Et ça, c'est du Sœur Emmanuel tout craché. Ah oui, absolument. J'adore Sœur Emmanuel. C'est quelqu'un que vous avez rencontré? Non, c'est quelqu'un que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer. J'aime infiniment Sœur Emmanuel. Évidemment, elle a le tempérament de la révoltée, c'est-à-dire c'est l'homme révolté d'Albert Camus, Sœur Emmanuel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, effectivement, souffre des douleurs qui lui sont épargnées, qui souffre physiquement des douleurs qui lui sont épargnées. Donc c'est quelqu'un qui est dans une empathie à autrui où se trouve la véritable générosité, c'est-à-dire l'aptitude véritablement à souffrir des douleurs qui nous échappent, auxquelles nous avons échappé. Et l'autre chose qui m'a frappé avec Sœur Emmanuel, c'est après sa mort. Il y avait mais ça je ne le mets pas dans le livre, j'aurais pu. C'est après sa mort, il y avait des bandeaux publicitaires à la radio, enfin des annonces publicitaires à la radio. Sœur Emmanuelle venait de mourir et on entendait un spot. Il dit « Bonjour, c'est Sœur Emmanuelle, je suis morte », avec une voix un peu guillerette comme ça. Il dit « Voilà, dans mes mémoires, je vous raconte comment ». Et en fait, elle avait prévu la publication. Elle avait anticipé la publication de ses mémoires. Voilà, anticiper la publication de ses mémoires. Ce qui était, alors on aurait pu dire c'est infâme, c'est du mercantilisme, c'est du marketing post-mortem, il n'y a plus de limite, qu'est-ce que c'est que cette voix d'outre-tombe? Mais justement, c'est ça qui est étonnant, c'est que la radio lui donnait une voix d'outre-tombe, c'est d'outre-tombe qu'elle nous parle, c'est d'outre-tombe qu'elle parlait, qu'elle envoyait un message de joie. Et une partie de moi s'est indignée de ça, et une autre partie a trouvé ça extrêmement joyeux, je dois dire. C'est aussi la raison pour laquelle j'aime tellement la radio, qui permet de ressusciter les morts et de les mettre en studio avec nous. Ce qu'on peut moins faire à la télé. C'est tout à fait vrai. Mais c'est vrai que Sœur Emmanuelle, comme icône de la révolte, ce qui peut paraître évident chez les catholiques, ne l'est pas aux yeux du monde. C'est jamais elle qu'on citerait en premier comme icône de la révolte. C'est-à-dire que l'homme révolté tel que je le décris, dont j'essaie de brosser le portrait ici, c'est un homme camusien. Déjà, c'est une femme. C'est vrai, mais c'est pas essentiel ici, peu importe à la limite. C'est un personnage camusien, c'est-à-dire que c'est celui qui se méfie d'abord autant des conservatismes que des révolutionnaires. C'est-à-dire c'est celui dont le projet est d'abord un projet individuel. C'est quand même celui qui porte en lui la flamme, l'exigence de la révolte, et cette exigence, elle n'est normative que pour lui-même. Il veut faire du bien autour de lui, il essaie autant que possible de faire du bien autour de lui, mais l'homme révolté est également celui dont l'exigence est telle qu'il ne peut pas en faire un projet politique. Vous êtes un homme révolté ? Il m'arrive de souffrir des douleurs qui me sont épargnées. À cet égard, oui. Il m'arrive de penser, comme Camus, que le fait que des hommes puissent avoir faim jette un interdit sur la beauté du monde. Oui. Camus se moque un moment du sommeil du juste. Il dormir du sommeil du juste. Nous qui avons des enfants, on sait que quand ils dorment du sommeil du juste, c'est une bénédiction, puisque nous-mêmes, on peut se reposer un peu. Dormir du sommeil du juste, dit Camus, c'est ne jamais dormir. Si vous êtes juste, vous ne dormez pas. Car toutes les douleurs du monde doivent vous réveiller en permanence. Vous ne pouvez pas dormir quand vous êtes injuste. Donc dormir du sommeil du juste, c'est impossible. C'est ça, l'homme révolté. Raphaël Antoven, ça fait 3 fois que vous me tendez la perche pour Camus, donc je vais la saisir, puisque je vous ai demandé d'amener un livre qui vous tenait à cœur, et ce livre est un livre de Camus. Vous pouvez nous dire pourquoi ce livre et pourquoi le texte que vous allez avoir la gentillesse de nous lire ensuite? Ce livre, parce que c'est les noces de Camus. C'est des textes de jeunesse. Il avait entre 20 et 23 ans quand il a écrit ça. 3 textes où il parle de l'Algérie et un texte où il parle de Florence, où il parle de l'Italie. Ce sont des textes sublimes. Ce sont des poèmes philosophiques, littéraires naturellement, mais philosophiques. Camus est un écrivain philosophe au sens le plus noble du terme. C'est un immense prosateur et c'est un immense philosophe, n'en déplaise à ceux qui lui reprochent son manque de diplôme. Et ce sont des textes dans lesquels Camus dit
développe une conception tragique du rapport au monde. Il parle de ces joies sans espoir, de ceux qui pensent clair et n'espèrent plus, de ce rapport au monde qui est un rapport d'amour malgré l'âpreté de la vie. Et, dans lequel vous vous reconnaissez, ce rapport au monde? D'une certaine façon, oui. Ça fait écho, en tout cas. D'une certaine façon, oui, ça fait écho. Il n'y a que des échos dans ce texte, dans ces textes, les 4 textes qui composent les Noces de Camus. Et ce qui est très frappant, c'est que c'est un texte ici dans lequel il formule à la fin, tiens, je vais lire la fin du dernier texte des Noces qui s'appelle le désert. Et à la fin de ce texte, il délivre quelque chose qui est la formule même de l'homme révolté. Écoutez, à portée de ma main, au jardin Boboli, pendaient d'énormes kakis dorés dont la chair éclatée laissait passer un sirop épais. De cette colline légère à ses fruits juteux, de la fraternité secrète qui m'accordait au monde, à la fin qui me poussait vers la chair orangée au-dessus de ma main, je saisissais le balancement qui mène certains hommes de l'ascèse à la jouissance et du dépouillement à la profusion dans la volupté. J'admire ce lien qui au monde unit l'homme, ce double reflet dans lequel mon cœur peut intervenir et dicter son bonheur jusqu'à une limite précise, où le monde peut alors l'achever ou le détruire. Florence, un des seuls lieux d'Europe où j'ai compris qu'au cœur de ma révolte dormait un consentement. Dans son ciel mêlé de larmes et de soleil, j'apprenais à consentir à la terre et à brûler dans la flamme sombre de ses fêtes. J'éprouvais, mais quel mot, quelle démesure, comment consacrer l'accord de l'amour et de la révolte? La terre, dans ce grand temple déserté par les dieux, toutes mes idoles ont des pieds d'argile. Et ce qui est sublime, tout est beau évidemment dans ce texte, mais il y a 3 choses, moi, qui me stupéfient dans ce texte. À chaque fois que je le lis, je ne m'en lasse pas. Vous savez, ces textes qu'on lit 1000 fois avec le sentiment à chaque fois de les lire pour la première fois. De les redécouvrir, oui. Oui. Ça c'est l'étonnement pour le coup. Il parle de ces kakis dorés, en fait, il explique que finalement toute morale se résume à l'aptitude à saisir ce qu'on a sous la main et que rien n'est plus difficile que de tendre la main pour saisir le fruit qui est là. On est en plein jardin d'Éden ici, il ne décrit que ça en somme. Il parle juste avant d'un désert qui se peuple des eaux vives du bonheur. On est en plein jardin d'Éden, c'est l'évangile selon Camus. Il dit que finalement tout l'art de l'existence consiste à être capable d'attraper ce qu'on a sous la main, et non pas d'aller gratter derrière ce qu'on a sous la main, un trésor que ce qu'on a sous la main devrait nous dissimuler. Donc il revient sur cette difficulté que nous avons à vivre, tout simplement. Faire le métier d'homme, dit-il, être vivant. Et puis, c'est un texte dans lequel il revient sur Schopenhauer, sans le citer, le balancement qui va de l'ascèse à la volupté. Schopenhauer dit « la vie est un pendule qui oscille de la douleur à l'ennui ». Or Camus revient là-dessus, il comprend ça, il ne juge pas les hommes qui vivent comme ça, mais il montre que ceux qui vivent entre la douleur et l'ennui pensent leur désir comme manque. Or Camus pense le désir comme excès, comme plénitude, ce qui lui permet de transcender cette alternative de la douleur et de l'ennui, cette alternative nihiliste de la douleur et de l'ennui. Et puis il termine en disant « au cœur de ma révolte dormait un consentement ». Or, au début de L'homme révolté, qu'il écrira presque 20 ans plus tard, Camus, la première phrase de L'homme révolté, c'est « qu'est-ce qu'un homme révolté ?» C'est un homme qui dit non, mais à l'instant où il dit non, c'est un homme qui dit oui. Et que le secret de la révolte, c'est de savoir que sous le refus, il y a d'abord un consentement. Et que derrière ce consentement, il y a toute la sagesse du monde qui est contenue. De sorte que l'homme révolté ne peut pas être révolutionnaire parce que le révolutionnaire, par radicalité, oublie le oui au profit du refus. Camus articule le oui et le non, fait sourdre, naître le refus d'une acceptation, d'un consentement premier. Et c'est cette généalogie, c'est cet enfantement finalement du refus par le consentement qui fait tout le miracle de l'œuvre de Camus et la singularité de l'homme révolté chez lui. Merci pour ce petit moment de lecture. On vous verrait très bien, je vous livre une réflexion comme ça, mais on vous verrait très bien sur une scène d'un théâtre parisien ou autre, déclamer des textes de philo. Il y a un petit côté, je sais pas, un petit côté aussi acteur quand vous lisez, qui fait qu'on saisit la portée du texte. Vous y avez déjà pensé ou pas? Il m'arrive de le faire en vérité. Ah, il vous arrive de le faire? Oui, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Et La première fois que j'ai fait ça, d'ailleurs, c'était avec Michel Onfray. À l'époque, on animait ensemble l'Université populaire, et il y avait l'Université populaire d'été. On était en Corse, du côté d'Ajaccio, dans un endroit où on donnait des conférences. Et un soir, on a organisé une lecture des mythes platoniciens. À deux voix? Non, j'étais seul en fait. Et c'était amusant puisqu'on avait choisi ensemble les textes et Onfray, lui, est très, très hostile à Platon pour des raisons de fond, enfin qu'il tient lui pour définitive. Je l'étais moins que lui et on avait fait le pari ensemble qu'au terme de cette lecture, il serait plus indulgent
avec Platon, en fait, c'est raté. Mais c'est ma première expérience de lecture publique, oui. Mais il y a une sorte, on assiste, je trouve, à une sorte de retour à la philosophie, comme si on revenait. Alors, est-ce que c'est les vraies valeurs? Je ne sais pas. Est-ce que c'est accentué par la crise? Je ne sais pas. Mais il y a une sorte de vague comme ça sur laquelle on peut surfer. Vous sentez, vous, en tant que professeur de philosophie, notamment? Oui, il y a un vrai désir, il y a un vrai engouement. La preuve, de vous êtes à la radio, à la philosophie. télé, vous êtes en presse écrite, c'est que ça marche. Il y a un vrai engouement pour la philosophie. Je pense que cet engouement repose sur un malentendu. Très bien. Mais oui, parce que... Est-ce que c'est grave, au fond? Mais non, parce que ça permet, en contrebande, de faire passer un peu de philosophie véritable, si j'ose dire, c'est-à-dire un peu de doute. Quel est le malentendu? Le malentendu, c'est qu'on demande soit à la philosophie de donner un sens à la vie, soit à la philosophie de nous aider, comme on dit vulgairement, à mieux vivre notre vie. C'est-à-dire, en somme, on demande à la philosophie d'endosser soit le rôle de la théologie, qui est là pour donner du sens à la vie, soit d'endosser le rôle de la psychologie, qui est là pour régler nos petits soucis quotidiens et faire en sorte de s'emparer de sa vie et de réussir sa life, comme on dit. Et en somme, la philosophie serait prise entre ces deux injonctions. Mais le problème de la philosophie, c'est qu'elle ne donne pas de sens à la vie. Elle enseigne davantage le non-sens qu'il y aurait à en chercher un. Enfin, la philosophie transmet du doute, de l'incertitude, avant de transmettre des vérités. Et la philosophie n'a pas forcément pour effet de nous permettre de mieux vivre notre vie. C'est très douloureux ce qu'on découvre quand on fait de la philosophie. Et c'est encore plus douloureux de découvrir quand on le découvre qu'on le savait déjà. Et de s'apercevoir de l'abîme et de la somme de désarroi qu'on peut porter en nous. C'est quoi pour vous, Raphaël Enthoven, une life réussie? Une vie réussie? Je serais incapable de vous le dire. Trop jeune je vous avoue, je suis très sceptique sur ceux qui concept-là. Sur ceux qui en font un concept, un but en soi et qui voire le titre d'un livre d'ailleurs. J'ai du mal à vous dire ce que c'est. La seule chose que je puisse vous dire... Le titre d'un livre, vous pensez à qui? À Luc Ferry. À Luc Ferry, oui, me semble bien. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Qui m'a toujours semblé un titre indigent. Vous êtes éloignés tous les deux, hein. À un moment, vous avez été plus proches que ça. Non, on n'est pas particulièrement éloignés. Enfin, ça dépend des moments. On a des sujets de désaccord, on a des points de désaccord. Le titre de ce livre en est un. Il me semble que la philosophie ne peut pas avoir vocation à répondre à ça. D'ailleurs, son livre ne le fait pas. Il conclut en disant une vie réussie, c'est une vie à laquelle on a réussi à donner un peu de sens. Ça nous fait une belle jambe, si vous voulez. Entre-temps, on a parcouru l'histoire des idées pour cette conclusion-là, que je trouve assez pauvre sur ce coup-là. Effectivement, Luc Ferry a écrit de meilleurs livres, à mon sens, que cela. Donc, peu importe ici, d'ailleurs, cette question. Mais ce qu'est une vie réussie, il ne m'appartient pas de le dire ni de le savoir. La philosophie n'est pas normative. Elle ne vous dit pas ce qu'est une vie réussie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'une des grandes chances, l'une des grandes faveurs de la vie, que permet d'ailleurs le service public, où j'ai le bonheur de travailler, c'est de pouvoir gagner sa vie en faisant tout simplement ce qu'on aime. C'est cette coïncidence du désir et de la nécessité. Être capable de vouloir ce qu'on fait quand on va travailler, je ne sais pas si ultimement c'est une vie réussie, mais je sais que sur le moment c'est un régal. Ça vous comble. Vous savez, il y a une phrase de Montaigne dans les essais, quand il parle de la mort, il dit « On ne sait qu'à la dernière seconde de sa vie si un homme a réussi ou non sa vie, puisque c'est à l'instant de la mort que s'il meurt inquiet, c'est que c'est raté. » Montaigne et son fameux « vivre à propos ». Alors voilà, c'est pas dans le même chapitre qu'il le dit, mais effectivement, c'est celui qui dit qu'il faut vivre à propos. Et dans ce texte, il a deux chapitres sur la mort, sur apprendre à mourir finalement. Et le premier de ces deux textes, qui est plus court, pose uniquement ce point-là. Ça n'est qu'à au dernier instant de la vie qu'on sait si une vie est réussie ou non. De sorte que, voyez par exemple Jean Valjean quand il meurt. D'abord, il traverse des abîmes de désespoir puisque Cosette ne veut plus lui parler, Cosette et Marius sont partis, il est désespéré, il est seul, il est revenu à sa solitude de bagnard. Et puis elle revient à la fin. Elle revient, elle se jette dans ses bras, elle comprend l'ampleur du sacrifice qu'il a fait. Et voilà, et il meurt heureux. Cyrano, pareil. Roxane découvre juste avant de mourir, il a déjà pris une bûche sur la tête, il va mourir. Et juste avant de mourir, elle découvre que c'était lui. Elle comprend et il meurt heureux. Et peut-être est-ce là ce qu'est une vie réussie, l'art de mourir heureux. Alors, revenons à l'endroit du décor. De manière un peu étonnante, mais après vous l'expliquez, la religion est proposée comme un divertissement. Oui. Vous avez une phrase qui dit « Le religieux veut se survivre en pariant sur l'au-delà. L'hédoniste croit vivre en choisissant de remplir le tonneau des Danaïdes avec un robinet d'eau chaude. » C'est finalement un divertissement de la mort, hein, entendons-nous bien. Mais c'est dans ce chapitre-là, sur le divertissement,
que finalement apparaît la religion. Oui, c'est les deux modalités du divertissement, c'est prière ou priap. En somme, c'est que soit on spécule sur l'au-delà, c'est-à-dire qu'on enjambe la vie en faisant de la vie présente finalement le vestibule d'une vie véritable, considérant qu'en un sens il n'y a pas de vie avant la mort. Soit par le divertissement, on s'évertue à vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Soit on choisit les deux, soit on choisit aucun des deux aussi. Soit on n'est pas forcément dans ce schéma-là. Bien sûr, non, bien sûr, mais c'était l'alternative, si vous voulez, autour de la question du divertissement. Comment en somme surmonter la douleur d'exister? Comment enjamber la douleur d'exister? Il me semble que ces deux modalités sont deux modalités de l'angoisse au fond, qui sont d'un côté le refus de la vie au profit d'une vie véritable, dont la nature de vie véritable n'est qu'une hypothèse, et de l'autre côté la dévoration de la vie, mais une dévoration anxieuse de la vie, c'est-à-dire la dévoration hédoniste de la vie, qui s'attache à vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Mais il faut en profiter, quoi. Oui, c'est ça, en profiter, carpe diem, si vous voulez. Je veux bien qu'on en profite, pourquoi pas, mais pourquoi le fait que le temps nous soit compté ne nous empêche pas de prendre notre temps. Ça reste, si vous voulez, dans les deux cas, une course contre la montre. Dans un cas, on abjure le temps au profit de l'éternité. Dans l'autre cas, on essaie de courir plus vite que lui. Mais il me semble que dans les deux cas, on ne vit pas pleinement la condition d'être temporel qui est la nôtre, c'est-à-dire non pas le fait de vivre chaque instant comme si c'était le dernier, non pas le fait de spéculer sur un au-delà, mais tout simplement le fait de vivre chaque instant comme si c'était le premier. Or, la vie ménage la possibilité, encore une fois, on en revient à l'étonnement, de s'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire de vivre chaque instant, si familier soit-il, comme s'il était le premier. C'est de cette façon que j'essaie d'aller au-delà de ça. Mais en même temps, pour tout vous dire, quand j'ai rédigé ce chapitre, de l'intérêt qu'il y a d'ailleurs à transformer un article en chapitre, j'ai ajouté une page à la fin. J'étais beaucoup plus sévère avec le divertissement et avec la religion quand j'ai écrit ce texte que j'ai écrit il y a à peu près 2 ans. J'étais beaucoup plus sévère qu'à l'instant où j'ai voulu le mettre dans le livre. Et donc j'ai terminé en disant, mais écoutez, chacun fait ce qu'il peut. Chacun fait comme il peut. Et celui qui juge les autres, l'hédoniste ou bien l'homme de foi, au motif que ce seraient des modalités inadéquates du rapport à la vie, celui-là est un donneur de leçons qu'on demande à voir à l'œuvre. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 années pour que vous ayez évolué comme ça? Vous ayez un peu adouci les angles, arrondi les angles. Il s'est passé que il y a un seul livre de philosophie que je lis de façon régulière et en permanence, c'est l'éthique de Spinoza. Et que l'éthique de Spinoza, la tentation est grande. D'abord, on est désespéré quand on le lit la première fois, mais bon, laissons de côté les premières étapes. Il y a un moment où quand on le lit, on trouve ça tellement fabuleux qu'on a l'envie d'en faire une norme. En tout cas, vous, oui. Mais oui, mais c'est un truc de lecteur adolescent. Vous découvrez quelque chose de merveilleux et vous considérez qu'en somme, le monde doit se conformer à ce que vous avez trouvé parce que c'est tellement merveilleux, ça dissout tellement les problèmes qu'il faut absolument, et qu'on en fait une norme qu'on essaie d'imposer au monde. Et c'est sous l'égide de ce sentiment-là que j'ai d'abord écrit cet article. Il se trouve que l'éthique de Spinoza enseigne également à ne pas juger celui qui ne vit pas conformément à la sagesse ou conformément au 3e genre de connaissance ou à la pleine utilisation de la raison. Spinoza enseigne justement à ne pas juger, à ne pas pleurer, à ne pas détester, à ne pas haïr, mais à comprendre. Et c'est en venant à cette ultime, enfin dernière en date, lecture de l'éthique, que j'ai eu envie de rajouter une page où je faisais non pas amende honorable, mais où je me contredisais ouvertement pour dire qu'il y avait une forme d'arrogance finalement à me mettre en situation de juger ceux qui, comme moi d'ailleurs, ont la tentation de croire en l'au-delà ou bien de vivre chaque instant comme si c'était le dernier. On a déjà dit dans l'émission que vous étiez de tradition juive, mais pas de pratique. Oui. Vous êtes athée, vous définissez comme ça? Je saurais pas vous dire. Je suis immanentiste. À vos souhaits. Voilà. Je suis immanentiste. Alors, je m'empresse de préciser que ça n'est pas une secte. Je suis immanentiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si Dieu existe, alors Dieu est tout ce qui existe. Dieu n'est pas séparable de ce qu'il produit. Et qu'à cet égard, nous sommes des parties de l'entendement infini de Dieu. Et que nous n'en sortons pas. Donc, si vous voulez, Dieu, comme dit Spinoza, c'est l'autre nom de la nature, à mes yeux. Donc je ne fais pas de différence entre les deux, en somme. Je n'adhère pas à l'idée d'une divinité transcendante. Donc je ne sais pas si je suis athée à cet égard. Je ne le dirai pas. Pour une raison d'ailleurs assez simple, c'est que quand Dieu est identifié à la nature, et qu'en somme, donc, il n'y a qu'un seul monde, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'au-delà. Dieu est infini, donc il est sans au-delà.
À partir du moment où il n'y a qu'un seul monde, on ne peut jamais s'abstraire du monde pour le regarder d'en haut. On ne peut jamais adopter une position de surplomb pour dire ce qu'il est en vérité, à distance, comme on prendrait un télescope pour regarder le monde. De sorte que, comme on ne peut jamais s'abstraire du monde, tout ce qu'on regarde, dès qu'on le regarde un peu attentivement, devient singulier, et on peut assez rapidement entretenir un rapport mystique aux objets dans ces cas-là. C'est-à-dire non pas un rapport de foi ou de croyance, mais tout simplement un attachement à la singularité indicible, informulable des choses. On peut développer une ontologie négative du réel, une théologie négative du réel, où face aux choses telles qu'elles existent, eh bien, on reste perplexe, on reste béat et émerveillé. Être juif, bon, ça peut être une religion, c'est une identité, c'est une histoire assez lourde. Vous gérez ça comment, vous? Est-ce que vous dites, je suis juif, j'étudie plutôt des philosophes d'ailleurs juifs, est-ce que... Non, comment... pas particulièrement, non, pas particulièrement, il n'y a pas de... les philosophes n'ont pas de religion, enfin, ils peuvent avoir des religions, mais ça n'est pas en fonction de leur religion que je travaille sur l'un ou sur l'autre, ou que j'aime plus l'un ou l'autre. Mais vous en faites quoi de cette identité familiale à la base, quand même? Mon judaïsme, j'ai tendance à le dire, mais de ce point de vue, il n'a rien d'original. D'ailleurs, mon judaïsme, c'est passé par les livres. C'est passé par les livres et c'est passé par un geste tout à fait particulier qui consiste chez moi depuis toujours à écrire sur mes livres. Je suis juif dans la mesure où mes livres sont mes cahiers. Je me suis toujours servi des livres comme d'un support. Or, vous savez que dans le Talmud est fait d'un texte autour duquel vous avez un commentaire, puis le commentaire du commentaire, et ainsi de suite. Le Talmud, c'est cet endroit, dit Lévinas, où la lumière gagnée éclaire avant tout sur l'insuffisance de la lumière acquise, et où l'on ne sort pas, évidemment, d'un commentaire infini. Et je crois que c'est à une démarche presque de kabbaliste, finalement, que je dois ou à un rapport au livre de cette façon-là. Donnez-moi voir votre livre de Camus, là. Tenez, si vous voulez. Voilà, j'ai toujours écrit sur mes livres. Oui, mais alors attendez, Raphaël Enthoven, moi aussi, mes livres, ils sont aussi crayonnés que les vôtres. Voilà, je surligne chaque phrase. Et voilà. Je me découvre une nouvelle identité. Où il y a des textes qui vous ont moins plu, là, au milieu. Oui, j'aime moins l'été, oui. Oui, voilà. J'aime moins l'été, c'est la deuxième partie. C'est plus écrit au milieu, et au début et à la fin. Est-ce que vous seriez d'accord, mais en même temps, est-ce que je vous laisse le choix? Je ne suis pas complètement sûre. D'ailleurs, vous avez dit un choix en moins et bien souvent une liberté en plus. Vous savez quoi? Je vais vous offrir une liberté en plus. J'ai préparé une petite série de questions. Voilà. Essayez de répondre comme vous pouvez, et puis quand vous avez envie de passer, vous passez. Hein, d'accord. J'ai autant de jokers que je veux. Allez, on va dire ça comme ça. Alors tout va bien. La décision est souvent l'art d'être cruel à temps. Quelle décision vous a coûté? Quelle décision m'a coûté? Quelle décision m'a coûté? Récemment, j'ai à tort refusé de serrer la main de quelqu'un. Et en fait, c'est moi qui ai été puni de cela. Voilà. Ça se rattrape, ça, non? Tout à fait. Ça s'est rattrapé. Mais j'étais d'ailleurs assez rassuré de m'apercevoir que j'ai eu tout de suite mauvaise conscience, comme quoi la conscience est bon juge de nos actes. Quel est le lieu qui vous ressemble le plus? Le lieu ou le paysage? Mon bureau. Allons bon. Pourquoi il est austère, ce bureau? Austère et ennuyeux, c'est ça que vous avez dit au début? Voilà, c'est un endroit austère, ennuyeux et sombre, mon bureau. Quel est, d'après vous, le talent de l'enfance? L'émerveillement. Ah oui, donc les enfants peuvent être de parfaits philosophes. Les enfants, ou plus exactement les philosophes, sont des enfants qui s'en souviennent. D'ailleurs, quand Camus écrit Les Noces, il passe sa vie à rechercher ensuite cette sagesse presque enfantine qu'il déploie dans ce texte-là, dans le texte que j'ai lu tout à l'heure. D'ailleurs, je fais un aparté, j'avais une question pour vous. Ma fille est entrée en CE1, ils vont faire des débats philosophiques. La maîtresse a dit philosophique entre guillemets, mais quand j'ai vu les thèmes des débats, est-on obligé d'aimer ses parents? Voilà, il y avait celui-là qui avait été cité en exemple. Est-ce que le CE1, c'est une bonne classe pour faire des débats philosophiques? Pourquoi pas. Moi, je pense qu'on peut faire de la philosophie. Il n'y a pas d'âge pour faire de la philosophie. En revanche, je suis très content, mais ce qui m'inquiète davantage, c'est que c'est votre fille. Votre fille, donc elle doit avoir 7 ans à peu près. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est, comme on dit, l'âge de raison. Quand elle arrivera au collège, elle ne fera plus du tout de philo, jusqu'à la terminale. Et ça, c'est désolant. Voilà. Le problème n'est pas d'enseigner la philosophie à l'école primaire. Le problème est de ne pas enseigner la philosophie au collège et d'attendre l'année de terminale pour enseigner la philosophie, comme s'il fallait attendre d'avoir une espèce d'autonomie matérielle ou bien de maturité rationnelle pour être capable de faire de la philosophie. C'est une idée complètement désuète qui remonte à Victor Cousin, qui n'a aucun sens. Donc le vrai problème, c'est de ne pas enseigner la philosophie tout au long de la scolarité. Si
si une ministre de l'Éducation vous entend. Qui n'est plus Luc Ferry. Qui n'est plus Luc Ferry, non. Qu'est-ce que vous avez compris à votre âge aujourd'hui de vraiment déterminant et que vous aimeriez léguer à vos enfants? S'il y avait une chose que vous deviez leur transmettre aujourd'hui, ils sont encore petits, vos enfants, ils ont quel âge? Ils sont petits, j'ai un grand-fils de 8 ans. Le plus grand a 8 ans. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez leur léguer aujourd'hui, que vous avez compris de la vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. C'est une question que je me suis pas L'étonnement, posée. vous arrivez à le faire passer chez eux? Éventuellement, ils n'ont pas besoin de moi. Non, ils n'ont pas besoin de moi. Ça se passe plutôt à l'inverse. C'est en général eux qui me transmettent, en tout cas le plus grand en particulier, on peut discuter. C'est même le plus petit d'ailleurs. L'étonnement, oui, l'étonnement, c'est plutôt eux qui me le transmettent. Je pense que le legs se fait à l'inverse en fait. Je me vis plutôt comme l'héritier de mes enfants que l'inverse. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer? Le luxe dont je ne saurais me passer, le silence. Que vous recherchez où? Dans votre bureau. Par exemple. Austère et ennuyeux. Par exemple. Et silencieux aussi, donc. Et silencieux aussi. Ça fait un peu cellule de moine. Excusez-moi, c'est la première idée qui me vient. Je ne connais pas votre bureau, mais tel que vous le décrivez, il y a quelque chose d'assez monacal dans la manière dont vous Tout à fait travaillez. monacal. Oui. Tout à fait monacal. J'ai toute la compréhension du monde pour un tempérament monacal. Je peux tout à fait comprendre à quoi un tel désir correspond, puisque je l'éprouve aussi, oui. Vous avez déjà fait des retraites dans des monastères pour peut-être mieux écrire un livre ou prendre le temps de réfléchir sur vos notions? Figurez-vous, Bah non. alors Et à mon grand regret, figurez-vous, je crois tout simplement que je n'ai jamais osé. On va s'occuper de vous. Voilà. Bien. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagi, ou n'ont peut-être pas encore assagi? Le démon que les années... Le ou les démons dont vous aimeriez vous débarrasser, sous-entendu. Dont j'aimerais me débarrasser? Ah non, je n'ai pas de démon dont j'aimerais me débarrasser. J'ai des démons, mais... Que vous voulez conserver, alors? Le tabac, par exemple. Ah. Le tabac, qui est un drôle de démon, d'ailleurs, puisque tant que la vie ménage la possibilité de fumer une cigarette, évidemment, à ses risques et périls, mais tant que la vie ménage la possibilité de fumer une cigarette, c'est-à-dire une halte, finalement, une trêve dans le cours... Enfin, une trêve illusoire, une trêve imaginaire, dans le cours du temps, tant que la vie ménage ça, ça me va. Ça me convient. Donc c'est plus un ange qu'un démon en vérité. J'ai pas envie de m'en défaire en tout cas. D'accord, en tout cas pas pour l'instant. Est-ce que vous vous êtes donné une devise ou est-ce qu'il y a une phrase comme ça qui vous accompagne tout au long de la vie, quitte à ce que ça change parfois d'année en année? Et une phrase que j'ai plaisir à me répéter de temps en temps, qui est une phrase de Clément Rosset, qui est une parodie de l'Évangile, dans laquelle il dit « Sois l'ami du présent qui passe, le futur et le passé te seront donnés par surcroît. » Alors attendez, moins vite. Sois l'ami du présent qui passe, d'accord. Le futur et le passé te seront donnés par surcroît. Et j'aime beaucoup cette phrase. Rosset lui-même d'ailleurs explique que s'il devait retenir une seule phrase de tout son travail, qui est un travail décisif à mon sens, il retiendrait celle-là. S'il devait emporter une phrase sur une île déserte, ce serait celle-là. Ce serait celle-là. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, au jour où on parle, la vie que vous menez est bien la vie que vous vouliez? Celle, peut-être pas dont vous avez rêvé, mais est-ce que cette vie vous convient aujourd'hui? J'aurais du mal à vous répondre parce que je ne me suis jamais représenté la vie que j'aurai plus tard, quand j'étais petit. D'accord, vous je ne me suis jamais projeté, si vous voulez, dans une autre vie, puisque c'est une autre vie, à ce moment-là, la vie qu'on se représente. J'ai toujours... est-ce que c'est une sagesse ou une absence de sagesse? Au contraire, je me suis toujours donné des échéances à court terme. On a bien assez à faire, à vivre la vie qu'on a, pour se demander si c'est vraiment celle-là qu'on voudrait, si vous voulez. Alors si je vous demande si vous pouviez être plus que vous, que seriez-vous? Est-ce que vous auriez une... Je vous répondrai comme Chamfort que je ne désire que ce que j'ai. C'est sage, ça. Est-ce que vous avez un rêve? J'espère que la réponse est oui, évidemment. Est-ce que vous avez un rêve inachevé? Et lequel? Je vais vous décevoir. Oh non. Écoutez, non. Vous avez quel âge? 33, 34 ans, non? 33 ans. 33 ans. On a des rêves à 33 ans. C'est un âge crucial. mais Christ. Mais voilà. 33 ans. Qui, a priori, serait mort un peu plus vieux que ça, mais bon. Oui, il paraît. Il y a des nouvelles études là-dessus. Un rêve inachevé? Quelque chose qu'il faut absolument avoir fait avant de mourir. Tiens, voilà. On parlait de la mort tout à l'heure. À part le tour du monde, peut-être. Je ne sais pas, mais je ne me suis jamais posé la question, en vérité. Vous êtes un grand voyageur? Je ne sais pas, mais ça m'arrive, oui. Il se trouve que le métier que je fais me contraint bien souvent à voyager d'abord beaucoup en France, un peu en Europe, et puis parfois au-delà.
Et c'est un régal. C'est un régal, non pas parce que les choses sont différentes, mais parce que tout simplement les gens se ressemblent. Et c'est très étonnant de voir à quel point les gens se ressemblent, à quel point les passions sont les mêmes, à quel point les désirs, les tensions sont les mêmes, à quel point à la fois chaque personne est singulière et en même temps les communautés se ressemblent. Mais vous dites ça comme si c'était rassurant. Oui, c'est rassurant, oui, c'est rassurant. Moi, je trouve ça assez rassurant. J'ai un vrai plaisir à constater que les choses ne changent pas tant que ça quand on change de latitude. En revanche, que la somme de singularité, d'unicité que comporte une personne est toujours prodigieuse, en somme. Chaque individu, pris singulièrement, est tout à fait atypique, magnifique. Chaque foule, prise collectivement, réagit de façon presque pavlovienne aux mêmes informations. Quelle est la prochaine décision raisonnable que vous allez prendre ? De prendre un café en sortant de l'émission et de fumer une autre cigarette. Ah ben, j'allais dire quelle est la prochaine décision pas raisonnable. C'est la même réponse. Voilà, Exactement. Cette émission va se terminer, Raphaël Enthoven. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, là, quand vous sortirez de notre studio, pour la suite de votre vie, à plus ou moins long terme? Ce que vous voulez. Souhaitez-moi la persistance des émissions, peut-être, la persistance des émissions sur France Culture et sur Arte. Non pas parce que ce sont les miennes, ça n'a pas d'importance, ça. C'est important pour moi, donc ça n'a pas d'importance en soi. Mais en revanche, qu'il y ait un lieu, en l'occurrence le service public, qui ménage la possibilité à la radio de faire 1 heure de philosophie par jour, et à la télévision d'en proposer une demi-heure par semaine, et où on soit détaché de l'actualité. La possibilité de ça, peu importe l'interprète en l'occurrence, mais la possibilité de ça a là aussi peut-être quelque chose de rassurant. Moi, je souhaite la persévérance de ça. Alors dans cette même lignée, signalons que les éditions Naïves justement éditent les DVD de vos émissions sur Arte et les CD de vos émissions sur France Culture. Donc voilà, on doit trouver ça, j'imagine, dans toutes les bonnes librairies. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous, entre 2 émissions de radio, de télé, entre 2 livres, 2 articles, 2 raisonnements philosophiques. Non, là c'était 2 cours. Là c'était 2 cours, et 2 cours de je faisais cours, là. Professeur de philosophie. Merci infiniment. Merci et puis bonne continuation à vous. Merci. Au revoir.